Donc bienvenue à la Cité de l'Espace pour ce deuxième rendez-vous là, de l'espace du cycle 2026. Donc des conférences qui vous sont proposées donc, par l'Association des Amis de la Cité de l'Espace en partenariat avec l'Académie de l'Air et de l'Espace et le groupe régional de la 3AF. Donc le sujet de ce soir, ça va être celui de la relation Soleil-Terre, du lien entre l'activité de notre étoile, le Soleil, et puis notre activité sur Terre, comme dans l'espace. Alors aujourd'hui, on voit qu'il y a un usage omniprésent de l'électricité dans notre quotidien. On voit que toute l'information là est transmise via des ondes électromagnétiques, qu'il y a une multiplication des satellites qui aujourd'hui sont effectivement conditionnent de plus en plus l'activité humaine, qu'à voir les constellations, l'essor des constellations, GPS, communication basse altitude, etc. Il y a l'explosion du transport aérien et puis des vols transcontinentaux. Donc tout ça, ça a contribué à multiplier les canaux par lesquels l'activité solaire peut faire sentir ses effets sur l'activité humaine, d'autant plus que cette activité solaire est particulière, d'autant plus que dans les périodes où elle est particulièrement intense, comme en ce moment, donc pour preuve les aurores boréales qu'on a pu observer récemment à des latitudes inhabituelles, là comme en France. Donc alors, la question, c'est est-il possible de déployer des capacités de prévision des sautes d'humeur du Soleil, de mettre à disposition du public des services opérationnels pour suivre les prévisions de l'activité solaire, comme les prévisions météo-atmosphériques classiques qu'on voit sur nos bulletins météo. Écoutez, c'est ce qu'on vous propose de découvrir un peu tout de suite avec notre invité qui est à côté de moi, Lionel Biré. Donc Lionel Biré, je le présente rapidement. Donc il a une formation d'ingénieur de recherche dans le domaine aérospatial. Il a un statut de chercheur associé à l'Observatoire de Paris. Et c'est un ancien militaire de l'armée de l'air et de l'espace, donc une grosse expérience opérationnelle. Armée de l'air et espace, où il a contribué au développement des activités de cet organe, donc en matière de surveillance et de sécurité de l'espace. Et il a également contribué à la mise en service d'un système opérationnel de prévision et d'alerte des phénomènes solaires et de leurs impacts opérationnels. Et en 2002, donc, il a fondé la société Heliospace, donc une société qui fournit du conseil, de l'expertise, de la formation en matière de surveillance et de météorologie de l'espace. Donc le sujet de ce soir, je lui laisse tout de suite la parole. Voilà. Et puis bonne soirée à vous tous et toutes. Bien, bonsoir à tous. Avant de commencer la conférence, on va partir sur un exemple pour être un peu plus concret de ce dont on va parler. Hop là. Un exemple très peu connu, c'est l'événement solaire qui s'est produit le 23 mai en 1967. En gros, c'est le Soleil qui a failli déclencher une guerre nucléaire. Ça donne un peu le cadre. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là? Effectivement, il y a eu une éruption solaire assez intense qui a touché la Terre et qui a complètement paralysé, brouillé les radars d'alerte de l'US Air Force. Donc, de suite, première idée, vu que la période c'était un petit peu la guerre froide, les militaires ont pensé à un brouillage de l'aspect soviétique et donc ils étaient prêts à se préparer pour une guerre à force nucléaire. Donc, pendant ce temps-là, le monde a eu très chaud. En parallèle, le monde scientifique, principalement des prévisionnistes de l'US Air Force, se sont rendus compte qu'effectivement, il y a bel et bien eu un événement solaire assez intense, avec plusieurs éruptions solaires, beaucoup de bruit au niveau de l'activité solaire, et qui en final était la cause de ce brouillage. Donc de suite, ils ont prévenu les opérationnels pour dire surtout n'allez pas plus loin, ce n'est pas les ennemis, c'est le Soleil. Et là, du coup, l'alerte nucléaire a été levée. La conséquence de tout ça, c'est une prise de conscience. Une prise de conscience, c'est-à-dire que la météorologie de l'espace, en fait, est un enjeu stratégique et militaire assez important. Et depuis 1967, surtout du côté américain, entre autres, il y a une surveillance solaire permanente, un centre de prévision opérationnelle qui devient de plus en plus pointu, et l'intégration, justement, des données de météorologie d'espace dans la sécurité nationale. Donc, il faut garder en tête qu'à ce moment-là, on prend la conscience que le Soleil peut influencer la stabilité géopolitique de la planète. C'est ce dont nous allons en fait parler au travers de cette conférence.
météorologie de l'espace, du scientifique à l'opérationnel. Avant de commencer, juste une petite définition. On entend souvent parler de météorologie de l'espace, de météorologie spatiale. Dans un contexte global, effectivement, les deux, c'est pareil. À part qu'en France, on a une petite particularité. Météorologie spatiale n'a rien à voir avec la météorologie de l'espace. Météorologie spatiale est un terme employé par Météo France, parce qu'ils ont eux-mêmes aussi un service de météorologie spatiale, mais qui en fait veut dire on emploie des satellites pour faire de la prévision en météorologie terrestre. Donc rien à voir avec le sujet de la météorologie de l'espace, qui elle est une science, une discipline en fait qui étudie le Soleil, essaie de comprendre le mécanisme, essaie de voir l'évolution et la relation qu'il y a entre le milieu solaire et interplanétaire, donc fait partie de la Terre, et les répercussions qu'il peut y avoir sur les technologies. C'est vraiment la petite différenciation. Vous partez n'importe où dans le monde, vous parlez météorologie spatiale, il n'y a pas de souci, c'est météorologie de l'espace. Nous allons aborder notre conférence sous le plan suivant. On va parler du Soleil, forcément, c'est quand même lui qui est le principal responsable. On va parler de notre Terre, des interactions qu'il y a entre nos deux astres, les impacts opérationnels en fait, qu'il y a dans l'environnement spatial, et en fait, on finira pour voir comment est organisée en fait, au niveau international et national, la météorologie de l'espace. Le Soleil. Le Soleil est une étoile. Jusque-là, pas de souci. En quelques chiffres, il est âgé d'à peu près 4,6 milliards d'années. Donc on va dire qu'il est à la moitié de sa vie. On s'aperçoit d'une chose, c'est que sur le Soleil, il existe en fait une vitesse, une rotation différentielle. On s'aperçoit qu'au niveau de l'équateur, ça tourne beaucoup plus vite qu'au niveau des pôles. Donc, on est bien sur du gaz et non sur du solide. La température, au centre, on est aux alentours des 15 millions de degrés et à la surface, on est aux alentours des 6 000 degrés. Son diamètre, un peu moins de 1 400 000, fait d'elle d'une étoile pas très grande, pas très petite, une étoile tout ce qu'il y a de plus lambda, avec une distance moyenne, vraiment très arrondie, à 150 millions de kilomètres, qu'on appelle ça une unité astronomique. Et le premier point qui est intéressant, c'est qu'en fait, à une seconde de temps, l'énergie qui va être libérée pour notre étoile pourrait en fait couvrir les besoins de l'Europe pendant plus de 10 millions d'années. Encore une fois, le Soleil est une étoile lambda, donc il y a beaucoup plus gros, je vous laisse imaginer la production qu'il pourrait y avoir avec des grosses étoiles. Pour mieux comprendre notre étoile, on va décrypter un petit peu son mécanisme. On va être à l'intérieur et puis on va aller vers l'extérieur. Donc il y a des couches internes. Au centre, en fait, on a un noyau, effectivement, qui est le cœur. Le cœur d'une centrale nucléaire, en fait, qui va produire de l'énergie par fusion, où il va transformer, en fait, à 15 millions de degrés, il va transformer, en fait, l'hydrogène en hélium. Cette énergie, une fois qu'elle est produite, va s'échapper et va sortir et va traverser en fait plusieurs zones. La première zone, c'est la zone radiative, où en fait c'est un milieu qui est très dense et le transport va se faire par moyen radiatif. En gros, l'énergie, on va dire ça, le photon, va être transporté par émission-absorption au niveau des atomes. Et il mettra à peu près 1 million d'années pour en sortir. Après ce périple, il va traverser une autre zone, une zone beaucoup plus souple en fait, qui est la zone convective. Le transport va se faire par moyen convectif. La convection, je pense que tout le monde voit un petit peu ce que c'est. En fait, c'est le même principe que lorsqu'on fait bouillir de l'eau. Il y a des ébullitions, ok. Et bien, en fait, on a de la masse d'air, enfin une masse d'eau chaude qui va à la surface, qui va se refroidir, qui va redescendre, et ça va créer en fait des mouvements convectifs. Et ce mouvement convectif, à l'échelle du Soleil, va ramener à la surface de l'énergie, donc la lumière. Entre les deux, il existe une zone un peu particulière qui s'appelle la tachocline. Et cette tachocline, en fait, c'est une zone qu'on pourrait dire, c'est telle qui est à l'origine en fait de la dynamo solaire. Le même principe qu'on peut avoir avec un rotor-stator, où on va avoir la zone convective qui va frotter sur la zone radiative et ça va générer en fait un courant électromagnétique. Et ce serait au niveau de la tachocline que partirait le champ magnétique solaire. Et il faut savoir que le champ magnétique solaire, c'est quelque chose qui est très complexe et que le Soleil lui-même reste toujours une étoile bien mystérieuse, bien qu'elle soit très proche de nous. Au-dessus, on va passer sur les atmosphères. Donc notre énergie va arriver à la surface et va passer
il va traverser la première atmosphère qu'on appelle la photosphère, sphère de lumière. C'est là où on a avec 99% de la lumière qui va s'échapper. Donc en gros, vous observez le Soleil, bien sûr en se protégeant, et ce qu'on va voir du Soleil, c'est directement la photosphère. On est à la surface aux alentours de 6000 degrés, et là on voit aussi apparaître donc, la présence de la vitesse différentielle. De quoi est constituée notre photosphère? Eh bien d'une zone en fait, qu'on appelle granuleuse ou grain de riz. Ce sont des mouvements convectifs, en fait, donc un bouillonnement en fait, au final, à la surface du Soleil, où on va avoir des mouvements convectifs qui vont se faire. Et dans ces mouvements convectifs, en fait, il va y avoir du mouvement qui va faire remonter de l'énergie et le champ magnétique. Et chose qui est assez intéressante, c'est qu'en plus le Soleil de nous fournir la lumière et la chaleur, eh bien c'est un mélomane. Et voilà ce qu'on peut entendre à la surface du Soleil quand on écoute en fait la photosphère. C'est quand même pas mal. Des ondulations, on le sent bien, on sent bien le côté convectif, et donc voilà. C'est ça qui crée en fait ces ondulations et ce son qu'on peut entendre. Alors bien sûr, vous pouvez me dire, le son, il n'y en a pas dans l'espace. C'est vrai, il n'y a pas de son dans l'espace. Cela étant, comme c'est de la compression, c'est de la pression en fait, on peut le rendre audible. Donc cette compression-là, en fait, qu'on traduit en ondes sonores. Qu'est-ce qu'on voit aussi à la surface du Soleil? Eh bien, c'est le plein boom en ce moment, on a des taches solaires. Et qu'est-ce que c'est que les taches solaires? C'est ni plus ni moins que la manifestation de l'activité solaire à la surface du Soleil. Elles sont de couleur sombre, tout simplement, parce que les températures sont beaucoup plus froides que le milieu ambiant, parce que le champ magnétique, en fait, il est beaucoup plus froid que la surface du Soleil. Au-dessus, on a une autre atmosphère qu'on appelle la chromosphère, et donc la lumière va sortir et va passer à la chromosphère. Chromosphère, sphère de couleur, c'est facile à retenir, parce qu'en règle générale, on la met toujours en couleur rouge, parce qu'il y a un fort rayonnement en hydrogène alpha. Et là, première chose qu'on constate, c'est qu'en fait, on a une élévation de la température d'environ 4200 degrés, on passe à 10 000 Kelvin, sur une épaisseur environ de 2000 km. Donc en fait, je m'éloigne de mon radiateur, j'ai chaud. Ça, c'est une grosse question. Qu'est-ce qu'on voit à la surface de notre chromosphère? Eh bien, pas mal de choses intéressantes, notamment des protubérances et des filaments, qui en fait, protubérances et filaments, c'est exactement la même chose, tout dépend où est-ce qu'on regarde. Qu'est-ce que c'est que ces structures? En fait, ce sont de la matière qui est en suspension et qui est contenue dans le champ magnétique, à la surface de la chromosphère. Ces tubes magnétiques, en fait, ont des hauteurs en fait, qui sont variables entre 20 000 et 120 000 km. Donc, comme on peut le voir sur la petite vidéo, là, on a une boucle magnétique. Une belle boucle magnétique qu'on appelle en fait une protubérance. Et juste à côté, on a la taille de la Terre. Pour donner une petite idée un peu de la hauteur et de la surface. Et en fait, sur l'image d'à côté, on a en fait une espèce de matière sur le côté du disque, en fait, et c'est ça qu'on appelle le filament. Donc protubérance et filament, c'est la même chose, tout dépend où est-ce qu'on le regarde. Côté limbique, protubérance, sur le disque, filament. Au-dessus, eh bien, on va arriver dans un grand royaume, celui de la couronne solaire. C'est la haute atmosphère, en fait, qui va s'expandre jusqu'aux environs de 100 unités astronomiques. Et la particularité, c'est que là, la température continue à augmenter et on va aux alentours des 2 millions de Kelvin. Donc je m'éloigne encore plus loin de mon radiateur et il fait encore plus chaud. La densité, eh bien, c'est un milieu qui est très ténu, en fait, parce que la couronne, il n'y a pas beaucoup de matière, mais elle est très chaude, fortement ionisée. Et enfin, bien au-delà, la dernière grande atmosphère, en fait, c'est l'héliosphère. On peut dire que c'est l'équivalent de notre magnétosphère terrestre, où en fait, c'est une grosse enveloppe gazeuse et magnétique qui va s'expandre jusqu'à au-delà des 100 à 150 unités astronomiques
et qui va nous servir de protection contre l'arrivée agressive de particules de vent stellaires. Donc on appelle les rayons galactiques, cosmiques, voilà, tout ce genre de rayonnements qui sont très énergétiques. Et à l'époque, on avait lancé des sondes aussi, notamment des années 70, Voyageur 1, Voyageur 2, enfin, plein de sondes. Et en ce moment, on sait très bien qu'on a une sonde qui a déjà traversé la partie de l'héliosphère, donc au niveau de l'héliopause, et est passée de l'autre côté, et nous a transmis des informations qui sont très intéressantes, puisque ça nous permet de mieux comprendre, en fait, déjà d'une part, comment se comporte l'héliosphère, et d'autre part, qu'est-ce qui se passe de l'autre côté. Et durant ce voyage, Voyageur 1 a eu l'occasion de pouvoir enregistrer le vent solaire. Et ce vent solaire, en fait, vous avez dû vous rendre compte qu'il y a 2 tons, et on en discute après. C'est du vent. En fait, la première partie du son, c'est vraiment le son du vent solaire lui-même, qui se propage de la lumière interplanétaire. Et puis à un moment donné, on entend tout du moins une amplitude beaucoup plus forte. Et bien, c'est ni plus ni moins que l'arrivée d'une perturbation, en fait, d'une éruption solaire qui a traversé tout le milieu interplanétaire jusqu'à Pluton. Et ça a été perçu à ce moment-là. Alors notre étoile, il vit. Il a un cycle de vie qui lui est propre, en fait, qu'on appelle le cycle solaire. Et ce cycle solaire a commencé à questionner énormément les scientifiques, et notamment un vieux barbu italien qui avait positionné sa première lunette vers l'espace, on parle bien de Galilée, et qui avait imagé, comme on peut le voir, ça s'était dessiné directement, la surface du Soleil. Il s'était rendu compte qu'en fait, il y avait des taches solaires. Donc les taches solaires, forcément à l'époque, c'était un peu compliqué à expliquer. Et surtout, il ne fallait pas trop en dire, parce que sinon, on finissait vite au bûcher. Donc, du coup, ça s'est resté de côté. Mais ça a quand même questionné énormément les scientifiques, parce qu'il n'y a pas que lui qui a fait des dessins. Et en fait, on s'est rendu compte qu'en fait, il y avait un cycle solaire, tout simplement parce que ça dépendait de l'arrivée des taches solaires. Et on a un cycle de 11 ans, en fait, en moyenne, puisque c'est entre 9 et 13 ans, au cours duquel les taches solaires apparaissent aux alentours des latitudes plus ou moins 30 au niveau du Soleil et descendent tout doucement vers l'équateur. Et on met 11 ans pour faire ça. Alors, forcément, une grosse question, qu'est-ce que c'est ce mouvement-là? Donc, on a commencé forcément à compter les taches. Donc, le cycle solaire, il se connaît par rapport au nombre de taches qu'on compte. Donc, on peut voir sur l'image, en fait, en bas à gauche, un graphique qui est à jour. J'ai récupéré le dernier à jour, c'était mars de cette année. La partie grise, c'est le comptage des taches solaires de manière aléatoire. Déjà, au premier constat, on s'aperçoit qu'il y a des pics qui apparaissent en moyenne tous les 11 ans. Bon. Il faudra attendre aux alentours de 1750 l'arrivée de Jean-Dominique Cassini, qui deviendra directeur de l'Observatoire de Paris, pour qu'il mette en place en fait un comptage systématique des taches solaires. Donc, on va compter les taches solaires, on va améliorer la méthode pour compter les taches solaires, on va forcément améliorer les moyens d'observation optique à l'époque, jusqu'à maintenant, et on s'aperçoit effectivement qu'on retrouve toujours ce fameux pic au niveau du cycle solaire, avec des cycles forts, comme on peut le voir par exemple en 1780, et des cycles faibles, comme on a par exemple de 1800 à 1820. Et puis on peut retrouver donc dans l'exemple que je donnais tout à l'heure, en 1967, il correspond au cycle qu'il y a juste après 1950. Et même on voit aussi apparaître, pas que des pics, mais des doubles pics. Et ces doubles pics, en fait, c'est toujours pareil, il y a des comptages qui se font, puis il y en a plus, il y en a moins, il y en a plus, il y en a moins. Bon. Pourquoi? On verra ça après. Et sur le diagramme qui est à droite, qu'on appelle le diagramme papillon, c'est en fait la retranscription et la position des taches solaires qu'on compte, et on s'aperçoit en fait qu'ils vont des hautes latitudes vers l'équateur, d'où la forme qu'on a sur le diagramme, qu'on appelle le diagramme papillon. Donc on a un cycle de 11 ans qu'on appelle le cycle de Schwab. Et pourquoi on a ce cycle-là? Tout simplement parce qu'on sait que tous les 11 ans,
le Soleil inverse ses polarités. Sur Terre, ça existe déjà. On sait très bien qu'il inverse ses polarités, mais sur des longues temps, des milliers d'années. Sur le Soleil, non, c'est tous les 11 ans, hop, il s'inverse. Pourquoi ça fait partie des objets de recherche très poussés. Et en fait, on s'aperçoit qu'il y a des changements. Et c'est au moment où il y a ces changements, cette inversion, qu'on va pouvoir voir apparaître la présence des taches solaires. Et ces présences de taches solaires sont ni plus ni moins liées, justement, comme on peut le voir sur le modèle qui ici, qui est le modèle de Babcock, qui explique un petit peu pourquoi ça se produit. Tout simplement parce qu'en fait, à un moment donné, après avoir un nord-sud quasiment linéaire, on a une rotation du champ magnétique autour de l'équateur. Ça tourne beaucoup plus vite. Rappelez-vous, on a une vitesse différentielle beaucoup plus importante au niveau de l'équateur, qui va linéariser. Et comme notre champ magnétique est polarisé, eh bien, à un moment donné, il va y avoir des reconnexions magnétiques qui vont se faire, où on va avoir des champs positifs et négatifs qui vont se connecter, et ces connexions-là vont produire des éruptions solaires. Et avant ça, eh bien, toutes ces sorties de champs magnétiques vont produire des taches solaires. Il y a un cycle de 11 ans, forcément, pour revenir à l'état initial, il y a 11 ans après, donc c'est le cycle de 22 ans qu'on appelle le cycle de Hall. Et on peut constater sur le graphique actuel, donc on a deux cycles. Le premier, c'est le cycle 24, et juste après, le cycle actuel, le cycle 25. Sur le cycle 24, on peut voir qu'il y a effectivement les doubles pics qui apparaissent, alors que sur le cycle 25, le double pic n'est pas vraiment formé dessus. C'est la grosse question, en fait, pourquoi il n'y a pas ça? Alors, il faut savoir que le cycle 25 est un cycle assez particulier parce que même les modèles les plus performants, ils n'ont pas été si performants que ça, entre guillemets, puisque le cycle a été plus intense que ce qui était prévu et le maximum a été retardé et beaucoup plus lent que ce qui était prévu. Alors pourquoi en fait parfois on a des doubles pics? Tout simplement parce que le réalignement des pôles, nord-sud et sud-nord, ne se font pas au même moment. Et donc en fait on a des hausses de présence à ce moment-là. Lorsqu'on a le sud qui passe au nord, on a des hausses de taches solaires qui apparaissent. Ensuite ça se stabilise et ensuite l'autre pôle va se restabiliser et il va faire apparaître d'autres taches. Donc on a en fait double pic, tout simplement parce que l'alignement n'est pas parfait. Qu'est-ce qu'on voit au niveau du Soleil? Des phénomènes solaires spectaculaires. Alors en règle générale, on parle de éruption solaire. Dans la terminologie franco-française, éruption solaire, c'est un petit peu le message où on met tout. Dans la réalité, il y a trois phénomènes qu'on considère comme éruption solaire. Le premier, c'est le flaire. Le flaire, en fait, est une libération énergétique de particules qu'on voit en X-ray, en UV et en radio. C'est un petit peu ce qu'on voit sur l'image, là, la vidéo sur la gauche, où en fait, on a une libération d'énergie, on a une belle lumière qui apparaît. Et ces lumières, en fait, comme c'est une onde électromagnétique, eh bien, ça mettra 8 minutes pour parvenir. Un flaire, en fait, va forcément nous intéresser parce que c'est omnidirectionnel, donc quel que soit l'endroit à la surface ou sur le côté limbique où il va se produire, ce rayonnement va venir sur Terre. Et il va être mesuré, en fait, ce rayonnement par des capteurs, en fait, qu'on a dans les sondes de Gauss, par exemple, qui sont les sondes de météorologie américaine, de la NOAA, en orbite géostationnaire, et qui mesurent ces flux-là. Et on peut s'apercevoir en fait qu'on a des intensités qui apparaissent, comme c'est le cas sur l'image. Et ces intensités, elles sont en fait classifiées ABC, MX. Alors tout ce qui est ABC n'a pas une grande valeur de problème, on va dire. En revanche, à partir du moment où on a M et du X qui apparaît, on sait qu'il y a des problèmes au niveau des communications. Et si parmi vous, il y a des gens qui font de la communication en chef, ils ont envie de comprendre pourquoi je parle de ça. Deuxième effet qu'on peut rencontrer, on a aussi des éjections de particules protons qui sont accélérées et qui vont apparaître principalement lorsqu'il y a des phénomènes majeurs, donc des flares très intenses. Et ces particules vont se déplacer le long de la ligne champ magnétique. Pourquoi? Parce qu'elles sont chargées et donc elles ont besoin d'un porteur. Ce sera le champ magnétique. En fonction de l'énergie, ces particules mettront en moyenne entre 40 et 1 heure pour nous parvenir.
Et comment on le sait? Tout simplement, on peut le voir sur la vidéo, là. C'est en fait une vidéo de saut avec l'équipement Lasco C2, où on voit en fait en plein milieu tout ce qui est en blanc, là, le rond blanc, c'est le soleil. On cache le soleil, parce que c'est un coronagraphe, hein, et on voit apparaître un gros chou-fleur, c'est une CME, et juste derrière, en fait, il y a de la particule qui vient saturer le capteur, c'est de la neige, et là, c'est le phénomène justement des SEP. Et donc, quand on a ça qui apparaît, on est sûr qu'on a de la SEP, donc des particules protons qui arrivent. Ces particules protons, en fait, sont pareilles, elles sont mesurées en 3, maintenant 4 énergies. Là, sur le graphe, il n'y en a que 3. Il y a les 10 MeV, les 50 MeV et les 100 MeV. Et on sait que tout ce qui va concerner le 10 MeV va avoir des répercussions sur les communications. Tout ce qui est 50 MeV va avoir des répercussions sur le système embarqué satellitaire. Et tout ce qui est 100 MeV, c'est tout ce qui va toucher à l'humain. Alors quand je parle de l'humain, bien sûr, c'est le spationaute. Douce musique. Douce musique, en fait, c'est la propagation de ces particules. Mais ça doit être sympathique à écouter. Il faut se dire que dans la réalité, ce n'est pas l'idéal au niveau des technologies. Et enfin, le troisième grand phénomène qu'on va rencontrer, ce sont les CME, ce qu'on appelle en règle générale les érections solaires. Donc c'est l'éjection de matière, donc de plasma, qui va partir avec son propre champ magnétique, suite à une reconnexion magnétique. Donc c'est un petit peu l'image qu'on a sur la vidéo de gauche, donc des grosses bouffées en fait, de matière qui vont s'expandre au milieu interplanétaire et dont la Terre va forcément rencontrer à un moment donné. Ça va mettre à peu près entre 1 jour à 3 jours, tout dépendra d'où est-ce que ça part et à la vitesse à laquelle ça part. Et la reconnexion magnétique, qu'est-ce que c'est? C'est un petit peu l'image que je vous montre là sur l'animation. C'est la jonction en fait, de deux lignes polarisées qui sont inversées. Et lorsque ça se reconnecte, ça se touche. Et donc, ça crée à ce moment-là des CME. Alors, pour mieux comprendre, on a une animation. Juste pour info, les vitesses de propagation des CME, c'est variable, c'est entre 100 et 2000 km par seconde. Non, juste pour une petite idée, une balle de Kalachnikov, c'est 2 km par seconde. Vous la voyez venir, la balle? Donc, vous imaginez bien que la CME, ça va très très vite. Et pour mieux comprendre, donc on a cette vidéo qui va un petit peu nous expliquer le mécanisme de manière scolaire. On va avoir une boucle magnétique en fait, qui va sortir de la photosphère par les trous qu'on appelle les taches solaires. Ces taches solaires, en fait, elles tournent sur elles-mêmes. Et en tournant sur elles-mêmes, elles vont se vriller. Et en se vrillant, en fait, c'est un petit peu comme un élastique. Si on prend un élastique, et un côté élastique, on le vrille, que fait l'élastique? Il a tendance à aller vers l'intérieur. Et c'est exactement un petit peu ce qui va se produire. Il va y avoir une torsion. Il va y avoir une forme de 8, et le milieu du 8, c'est là où on va avoir en fait la reconnexion magnétique. Parce qu'il ne faut pas oublier que les lignes champ magnétiques sont polarisées. Et donc à ce moment-là, pouf, ça éclate et on a une belle CME. Donc au niveau de la vidéo, c'est encore plus sympa. On va passer en dessous de la photosphère, on va avoir donc la remontée de champs magnétiques qui vont percer la photosphère, donc créer à ce moment-là les taches solaires, comme on l'a dit. Les taches solaires vont tourner sur elles-mêmes et vont tordre la ligne champ magnétique, créer une forme de 8, et en plein milieu, hop, ça va s'interconnecter. Donc là, on a un joli flair, et au-dessus, un beau chapeau qui part, c'est la CME. Et quand ça part, on a aussi un joli son. Joli son. Mais après, derrière aussi, les conséquences peuvent être désastreuses. Ce qu'on voit aussi, c'est des images comme ça, où on entend aussi le vent solaire. Donc là, on a Solar Parker Probe, le 25 décembre 2024, qui s'est rapproché du Soleil. Donc c'est une sonde artificielle qui a été la plus proche du Soleil, puisque c'était aux alentours de 800 000 km par seconde.
Et il a pu aussi, en plus d'imager le passage des différentes CME, nous a enregistré aussi le vent solaire. On n'est pas le même, c'est pas le même gamme de musique que tout à l'heure. Hein. C'est pas du tout la même chose. Donc là, du coup, effectivement, on est très proche et donc c'est beaucoup plus violent. Et donc, pour résumer un petit peu tout ça, 3 effets. Le premier, c'est le flair qui va partir d'une région active, donc une belle lumière qui va partir, suivi d'un premier cortège qui est donc la partie SEP, et puis derrière, la ligne champ magnétique avec sa matière. Et tout ce petit monde-là va partir au milieu interplanétaire et va venir s'interconnecter à un moment donné avec la Terre, mais par chance, on a notre magnétosphère qui va nous protéger de l'arrivée justement de l'agression de ces CME. Alors, dans la réalité, bien sûr, l'animation elle est très fixée. Dans la réalité, la magnétosphère, c'est totalement différent et ce n'est pas aussi efficace que ça. Ce qui nous amène à parler de notre Terre. Donc notre Terre, en fait, c'est une atmosphère de base, au-dessus. Pas d'atmosphère, pas de vie. Hein. Donc l'atmosphère, vite fait, en fait, on l'a décrit par son comportement au niveau thermique. C'est ce que vont utiliser les climatologues et Météo France notamment pour comprendre l'évolution des températures et des pressions. Donc il y a 2 parties. Une partie homosphère, en fait, la partie la plus basse, qui est composée de la troposphère, stratosphère et mésosphère, et la partie hétérosphérique au-dessus, composée de l'exosphère et la thermosphère. On s'aperçoit d'une chose, c'est qu'en fait, la température de base va décroître, ce qui est normal, quand on va en altitude, la température baisse, et aux alentours de 10-11 km, la température atteint à peu près moins 56 degrés, et ensuite, cette température va augmenter. Et la raison de cette augmentation de la température est liée au fait qu'on a la présence de l'ozonosphère. L'ozonosphère, en fait, va filtrer par chance le rayonnement du soleil, va nous laisser passer une partie, mais les UV principaux, les plus dangereux, seront filtrés. C'est pour ça que ça explique cette augmentation de température. Et puis ensuite, au niveau de la mésosphère, la température va décroître jusqu'à arriver à peu près 100 km, où là, on a une augmentation de la température et qui va varier en fonction du cycle solaire. Lorsqu'on est au minimum, la température sera au minimum, et lorsqu'on va arriver au maximum du soleil, en fait, du cycle solaire, on voit que la température augmente. Donc, on voit déjà que le rayonnement solaire lui-même a une influence sur le comportement atmosphérique à haute altitude. Deuxième partie qu'on peut voir au niveau de la Terre, c'est l'ionosphère. L'ionosphère, en fait, est divisée en 3 couches. Donc, l'ionosphère, on peut appeler ça une atmosphère de l'atmosphère, c'est un milieu qui est du plasma. 3 couches, la couche D, E et F, qui sont très fortement utilisées dans le cadre de la propagation des ondes, notamment pour les propagations à HF, voire VLF. Et si on ne les utilise pas, il faut les traverser. Les couches D est la couche la plus basse, la plus concentrée, et qui est extrêmement sensible au rayonnement X-ray. Donc lorsqu'il y a des événements solaires comme des flares qui se produisent, eh bien, les premières couches qui vont être touchées, ce sera celle-ci. Ensuite, nous avons la couche E, qui est fortement électrique, qui va être sensible aux X-rays et aux UV. Et ensuite, les couches les plus élevées, c'est la couche F. De jour, celle-ci est divisée en 2, la couche F1 et F2, et ça peut monter jusqu'à à peu près 1200 km. Ce qui veut dire en fait que même à 1000 km, eh bien, il n'y a pas un vrai vide. Il y a toujours la présence de molécules. Et ces molécules, on va le voir, elles vont agir sur les orbites. De nuit, cette ionosphère, en fait, elle se recombine qu'en 2 couches, la couche E et la couche F. Et après 2 jours, ça se redivise. Au-dessus de ça, on a notre magnétosphère, notre protection en fait magnétique. Donc, qu'est-ce que c'est que la magnétosphère? Eh bien, c'est un champ magnétique qui va nous protéger de l'environnement spatial avec des lignes de champ de force qui vont du sud vers le nord. Et autour, on a une ceinture de radiation où on a un piégeage de particules solaires, mais pas que, parce qu'on va aussi rencontrer des particules de rayonnement cosmique qui vont tourner autour et qui auront envie justement, ces particules, de vouloir rentrer au niveau des pôles de la Terre.
Notre champ magnétique, en fait, lui, il n'est pas axé sur l'axe de rotation de la Terre. Il a un axe d'à peu près de 11,5 degrés, mais en plus d'être désaxé, il est décentré, ce qui fait qu'il a un décalage d'à peu près 450 km. Ce phénomène, enfin cette anomalie, on va dire, de décalage comme ça, va avoir pour effet en fait de déplacer la ligne, enfin les ceintures de radiation un peu plus proche de la Terre à un certain endroit et plus loin à un autre. Et là, on va rencontrer un phénomène qu'on appelle la SA, une anomalie sud-atlantique, où comme on peut le voir sur l'image, cette anomalie sud-atlantique, eh bien, elle se localise principalement au niveau de l'Amérique du Sud. Et si on le prend sur la coupe, on s'aperçoit que cette anomalie, parce qu'il y a un rapprochement de la ceinture de radiation vers la Terre, eh bien, c'est en dessous les 500 km. Je vous rappelle que l'ISS évolue aux alentours des 410-450 km, ce qui veut dire qu'en fait, il pénètre tous les 80 minutes dans cette zone-là. Et pas que lui, parce qu'il y a d'autres satellites forcément qui vont traverser cette zone-là. Donc c'est une zone qui est à risque, puisque c'est sur de la haute énergie, et donc les satellites n'aiment pas trop, sauf s'ils sont bien blindés. Donc avec tout ça, on va voir qu'il va y avoir une interaction entre les deux. Et la première interaction qu'on va avoir, c'est la lumière. Donc le rayonnement solaire lui-même, on sait que le Soleil émet à toutes les longueurs d'onde, et par chance, notre atmosphère va nous protéger, va filtrer une grosse partie du rayonnement et va laisser passer en fait que la partie visible, une petite fenêtre en infrarouge, et toute la partie radio. Et ce rayonnement va avoir pour effet d'interagir avec l'atmosphère neutre, donc va réchauffer l'atmosphère supérieure, et va avoir pour effet d'interagir aussi avec l'ionosphère. Deuxième interaction, c'est le vent solaire. Le vent solaire, c'est quoi? C'est une émission permanente d'un flot de particules électrons qui va s'éjecter en fait à des vitesses variables, et ce, avec, doit dire, deux types de vitesses. La première, on a une vitesse lente, qui est aux alentours de 450 km par seconde, c'est qu'on va retrouver principalement au niveau de l'équateur, et puis ensuite, on va retrouver un autre type de vitesse, qui est la vitesse rapide, aux alentours de 800 km par seconde, et qui est provoquée par la présence de ce qu'on appelle les trous coronaux. Et les trous coronaux, c'est quoi? C'est tout simplement en fait, les lignes de champ magnétique solaire qui sont ouverts dans le milieu interplanétaire, et non pas renfermés, qui bloque la matière, c'est ouvert, et donc les particules peuvent partir de manière plus libre. D'où le différentiel de vitesse. Autour du Soleil, il y a un champ magnétique qui va en fait tourner, qui va spiraler autour de notre astre, et on va avoir ce qu'on appelle la spirale de Parker qui va apparaître. La spirale de Parker, c'est Eugene Parker lui-même, donc le scientifique qui l'avait décelé. On appelle ça aussi l'IMF, l'Interplanetary Magnetic Field, où en fait il va y avoir une forme spiralique au niveau du Soleil. Alors, pour s'imaginer un petit peu cette forme spiralique, c'est je suis en train d'arroser mon jardin et puis avec mon jet, si je ne bouge pas, je vois que l'eau va tout droit. À partir du moment où je vais commencer par pivoter, on voit l'eau qui va faire une forme de spirale. C'est exactement ce qui va se faire au niveau du Soleil. Et cette spirale avec ce champ magnétique va être poussée par le vent solaire. Donc en fait, l'expansion se fait justement par la poussée, et le vent solaire, lui, se fait de manière radiale. Et comme on peut le voir sur l'image de droite, le Soleil, en fait, tourne sur lui-même. On le voit très bien, il est en plus axé à 7 degrés et incliné. Et en fait, il tourne comme une toupie. Pas une bonne toupie, mais une toupie qui est un petit peu instable, ce qui fait qu'en fait, on a le champ magnétique qui va onduler, ce qu'on appelle la jupe de ballerine, et qui va se propager comme ça de milieu interplanétaire. Ce champ magnétique est très important parce qu'il va avoir aussi des conséquences sur le champ magnétique terrestre. Et la rencontre entre les deux, justement, va avoir des fortes interactions. Et cette forte interaction va dépendre de deux paramètres principaux, à savoir la polarité et la vitesse. Il faut savoir que on est avec un champ magnétique, donc c'est polarisé. La polarisation du champ magnétique, on va dire qu'il y a trois composantes, BX, BY, BZ. Le BX, c'est la jonction Terre-Soleil. Okay. Le BY, c'est la composante horizontale. Le BZ, c'est la composante verticale. Et c'est celle-ci qui va nous intéresser. Pourquoi? Tout simplement parce qu'en fait, le champ magnétique solaire, lorsqu'il part, on ne le connaît pas.
il est mesuré uniquement que lorsqu'il va passer le point Lagrange 1, où là on a des sondes qui vont mesurer ce champ magnétique. Et ensuite, on a le vent solaire. Et le vent solaire, on s'aperçoit qu'en fait, il a des conséquences très fortes. Plus le vent solaire va être fort, plus il va venir bousculer le champ magnétique terrestre. On le voit très bien sur l'animation ici. La face avant de la magnétosphère est complètement écrasée, parce que c'est le vent solaire qui l'écrase, et la face arrière, elle est étirée. Et avec l'animation que je vais vous mettre là, qui est issue des données issues de Ulysse, on voit justement le comportement de la magnétosphère en fonction du vent solaire. Et même à l'arrière, on va le voir à la fin, il y a un arrachement de la magnétosphère terrestre. Donc tout ce qui est en rouge, c'est très violent. C'est assez violent. Alors, bien sûr, pour nous, êtres humains sur Terre, c'est pas très très gênant. En revanche, si on a des satellites qui traînent là, ils n'apprécient pas trop l'humour. C'est pas l'idéal. Et donc, pour reprendre un petit peu tout ça, cette activité et cette interaction qu'il va y avoir entre l'IMF et notre magnétosphère va avoir pour conséquence, en fait, à un moment donné, de se reconnecter si les polarités de l'IMF sont inversées. Celle de la Terre, on va dire, c'est toujours positif, c'est orienté vers le haut. Celui de l'IMF peut être positif, voire négatif. Donc si c'est positif, plus et plus, on y met d'accord, ça se repousse complètement. En revanche, plus et moins, ça se connecte. Et c'est un petit peu ce qui se produit quand on a un IMF avec un BZ qui est négatif. Donc là, on a une vidéo justement qui va vous montrer ça, qui va vous montrer en fait pourquoi les aurores polaires existent. Tout simplement parce qu'en fait, au moment de la reconnexion magnétique, les particules qui accompagnent notre IMF, notre champ magnétique, eh bien, vont pouvoir s'interconnecter et ensuite vont pouvoir se glisser directement dans le champ magnétique terrestre. Donc là, on a une CME qui va partir, on voit là au milieu que ça casse. La CME part, on voit qu'elle est dirigée vers le bas. Et comme elle est dirigée vers le bas, on va avoir une reconnexion magnétique avec l'introduction face avant de particules au niveau des pôles. Et comme le vent solaire est suffisamment violent et suffisamment fort, eh bien, il va replier en fait l'IMF solaire vers l'arrière, il va s'interconnecter avec l'injection de force magnétique et rebelote, réintroduction de particules. Et là, en fait, on a l'apparition à la surface de belles aurores polaires. Voilà de manière très simpliste la raison pour laquelle on voit des aurores polaires. Et pourquoi on voit des aurores polaires chez nous? Tout simplement parce qu'en fait, on a affaire à des orages géométriques très intenses où les pieds de notre magnétosphère, en fait, au niveau des pôles, on appelle ça le voile aural, eh bien, descend suffisamment bas pour qu'on puisse les voir. Et donc, à ce moment-là, les particules vont entrer en interaction avec l'ionosphère locale et provoquer des lumières qu'on appelle les aurores polaires. Et donc voilà ce qu'on a pu voir dans les monts du Lyonnais, justement, en octobre 2024. C'est des draperies qui sont assez sympas. Et en plus, on a ce genre de musique qui peut apparaître. Alors bien sûr, le son en question, en fait, il ne vient pas de là. Je suis honnête, je l'ai récupéré chez mes amis qui sont en Alaska, qui travaillent justement là-bas pour récupérer certains sons. Et on voit en fait le défilement en fait, des particules qui viennent de rentrer en collision, et c'est ça qu'on entend. Maintenant, qu'est-ce qui se passe au niveau opérationnel? Au niveau opérationnel, il y a en fait, on va classer en 6 parties. On a des impacts de tout ce petit monde-là sur les satellites, les avions et les systèmes embarqués, les moyens de communication, d'invitation et de détection, les vols habités, personnel navigant. On verra qu'ensuite, ça va aller beaucoup plus bas. Ça va toucher directement la Terre sur les infrastructures sol et sous-marines. Et on parlera, entre autres, du climat, des relations avec le climat, et on finira avec les animaux migrateurs. Première chose qu'on constate, effectivement, lorsqu'on a un fort rayonnement, entre autres, eh bien, il y a du freinage atmosphérique qui apparaît. Pourquoi? Parce que notre atmosphère est chauffée. Et si elle est chauffée, les orbites sont densifiées et donc c'est freiné. Les satellites, en fait, retombent. Bon, pour ce faire, les opérateurs vont les remettre à poste. Le problème,
c'est que remettre un satellite à poste, ça coûte très cher en carburant. La durée de vie d'un satellite dépend de la quantité de carburant qu'on emporte. Donc il faut faire très attention. Deuxième effet qu'ils vont rencontrer, eh bien, ce sont les effets de particules. En fonction de leur énergie, eh bien, ces particules peuvent venir parasiter et perturber les mesures scientifiques. On l'a vu tout à l'heure avec l'ASCO, où en fait la caméra elle était complètement saturée. Ça peut venir perturber les systèmes informatiques. Donc, l'informatique, c'est du binaire, hein, en fait, 1, 0, 0, 1, 1. Il suffit d'inverser un 1 avec un 0. Et en fait, on a un ordre qui est complètement différent de ce qui est prévu pour l'action du satellite. Ça peut venir aussi toucher les panneaux solaires, donc créer des arcs électriques. Donc, c'est pas bon parce que forcément, les panneaux solaires, s'ils ne sont pas bien alimentés, c'est pas terrible pour la mission d'un satellite. Et ça peut aller jusqu'à la destruction de composants électroniques avec des protons suffisamment énergétiques. Et il faut bien savoir qu'un satellite qui est inopérant parce que plus rien ne fonctionne, on n'ira pas le réparer. Hein. Donc, du coup, ça devient un débris. Ça, c'est un petit peu embêtant. Et donc, ce phénomène-là va avoir pour répercussion de perturber énormément les opérations spatiales civiles, mais aussi militaires, puisqu'il faut savoir que de plus en plus, maintenant, l'espace devient un terrain de bataille spatiale. Des effets qu'on va rencontrer aussi, ce sont les effets liés aux météoroïdes 2. Je parle bien de météoroïdes, non pas de météorites. Météoride, en fait, c'est le corps qui vient de l'espace. Voilà, c'est le corps naturel qui vient de l'espace. Des petits cailloux, on va dire, voilà, pour faire simple, ou des gros cailloux, qui tournent autour et qui, à un moment donné, sont attirés par la Terre et tombent. Et lorsqu'ils vont tomber par la Terre, ils vont passer par l'atmosphère. Dans l'atmosphère, en fait, ça va brûler, ça va devenir un météore, okay, et ensuite, le petit morceau qui va rester, qui va toucher la Terre, c'est un météorite. Nous, ce qui nous intéresse, ce sont les météoroïdes, parce qu'en fait, nos satellites vont, à un moment donné, traverser des champs d'essais météoritiques. Et donc là, ça va frapper directement les parois des satellites, ce n'est pas l'idéal, vu les vitesses à laquelle ça va, puisque c'est jusqu'à 72 km par seconde. Et ça peut être assez dérangeant, et donc les opérateurs satellites le savent très bien que c'est assez embêtant. Et ensuite, l'autre problème qu'on va rencontrer, ce sont nos débris à nous, notre poubelle à nous, malheureusement, les débris spatiaux, toutes les cochonneries qu'on peut malheureusement laisser là-haut. Et donc, on risque d'avoir des collisions assez importantes avec des vitesses suffisamment élevées, puisque c'est entre 7 et 20 km par seconde. Et donc, pour vous donner une petite idée, hein, j'ai repris cette planche au niveau du CNES. La taille d'un débris qui fait à peu près 0,01 cm, c'est de l'érosion au niveau de la surface. 1 cm, on fait de la perforation. Donc, autant vous dire que si on a un spationaute à l'extérieur, il est coupé en deux, façon de parler. Et à partir du moment qu'on arrive à toucher les 10 cm, voire plus, eh bien là, c'est des dégâts très forts, voire de la destruction. On peut voir, par exemple, sur l'image d'à côté, l'effet qu'a pu produire une bille d'1 cm, à peu près, lancée à un peu moins de 7 km par seconde, ce que ça fait sur une plaque de 18 cm. Donc, pour vous donner une petite idée des risques, 1 mm, une bille de 1 mm, lancée à 14 km par seconde, c'est l'équivalent d'une boule de bowling lancée à 100 km/h. Donc je peux vous laisser imaginer maintenant les risques assez forts qu'on peut rencontrer là-haut. Il ne fait pas bon vivre pour nos satellites. Autre effet qu'on va rencontrer sur nos aéronefs. Pourquoi? Tout simplement parce que nos aéronefs volent autour de la Terre, on le sait très bien, et ils traversent aussi, et ils survolent surtout, les zones polaires. Et les zones polaires, comme on l'a vu, ce sont des endroits qui sont en permanence, on va dire, bombardés par les particules, parce que c'est un milieu qui est très peu protégé. Et ces particules peuvent venir justement toucher les systèmes informatiques, les systèmes embarqués, et donc provoquer des désagréments au niveau informatique. Bon, je vous rassure, on peut prendre l'avion en toute sécurité, sachez-le, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Mais il faut savoir que des fois, l'avion peut avoir des problèmes au niveau système embarqué. Autre problème, donc, ce sont au niveau des moyens de communication, de navigation et de détection. En matière de communication, on va avoir des perturbations qui sont relativement fortes, notamment sur les communications à des aéronefs. Je reprends l'exemple tout à l'heure de la partie HF.
HF va utiliser l'ionosphère. Si l'ionosphère est perturbé, à ce moment-là, on risque d'avoir des pertes de communication. Donc on est en train de travailler en vol avec un avion militaire, on ne peut plus communiquer avec. Ce même problème, on peut aussi le rencontrer avec les aéronefs civils qui vont traverser les pôles et se retrouver sans communication HF. Les autres désagréments qu'on peut rencontrer, c'est directement les liaisons avec les satellites, où là, effectivement, on peut se retrouver sans avoir la possibilité de communiquer avec. Tout simplement parce que la liaison ne se fait pas directement ou parce que justement la propagation, comme elle est déviée par une ionosphère qui est perturbée, eh bien, le satellite ne reçoit pas d'ordre et nous, on ne reçoit pas plus d'ordre du satellite. En matière de GNSS, donc tout ce qui est satellite de navigation, eh bien, l'un des premiers points, c'est la perte de la synchronisation. Parce qu'il faut savoir que la fonction principale d'un GPS, ce n'est pas de la localisation, mais la synchronisation. On transfère le temps. Et à partir du moment où on a le temps, ensuite, on fait justement du positionnement. Et donc là, les risques sont assez forts parce que si l'ionosphère est vraiment perturbé, on a des risques de perturbation, voire de perte de signal, et donc ne plus avoir d'informations concernant notre position. De plus, en perte de synchronisation, certains serveurs sont synchronisés avec des GPS. Je vous laisse imaginer un petit peu les désagréments au niveau du système boursier si effectivement les serveurs ne sont plus synchronisés. Il y a une perte possible au niveau financier. En matière de détection, les radars sont aussi sensibles. Des radars, il y en a un petit peu partout. Bon, je ne parle pas des radars qui nous flashent quand on roule trop vite, parce que ceux-là, il n'y a pas de souci, ils ne seront pas perturbés par l'activité solaire. En revanche, la détection des avions ou des satellites seront fortement perturbés pour plusieurs raisons. La première, lorsqu'on a des forts bruits en venant du Soleil, eh bien, ils noient en fait le signal et on ne voit plus les satellites ou on ne voit plus les avions. C'est déjà arrivé justement dans certains cas où on se retrouvait dans une situation où le contrôleur ne voyait plus rien, tout simplement parce qu'en fait, il y avait une perte de communication, enfin une perte de détection au niveau des avions. Et ça peut aussi créer des fausses pistes. Donc en fait, on pense contrôler un avion à un endroit et en fait, il est ailleurs. C'est un peu embêtant. En matière d'exposition, les premiers, forcément, ce sont les vols habités, et le personnel navigant. Vol habité, tout simplement, on le comprend très bien, le satellite qui va se retrouver en haute altitude et qui va sortir. Notre spationaute, il y a des risques d'agression de particules. Donc, en règle générale, on ne fait pas sortir nos spationautes si on sait qu'il y a un risque d'exposition. Et au niveau du personnel navigant, c'est pareil, si au moins il va traverser la zone polaire. Alors, quand je parle de personnel navigant, bien sûr, c'est toute personne qui est aussi à l'intérieur. Les stewards, les hôtesses de l'air, mais aussi les passagers. Eh bien, lorsqu'on a des événements forts, à ce moment-là, ils sont exposés à ces particules et donc ils sont contaminés. Donc les risques estimés, parce que dans la réalité, à ma connaissance, et après ce que j'ai pu faire comme recherche, on n'a pas réellement eu de gros problèmes. Donc les risques estimés, c'est des risques de cancer, des problèmes neurologiques voire cardiovasculaires, de la dégradation du système immunitaire et aussi surtout des risques aigus de syndrome de radiation qui sont notamment liés aux éruptions solaires de forte intensité avec de la dose intense. En fait, il faut bien garder à l'esprit que prendre une dose, c'est une chose, mais c'est l'accumulation qui devient dangereux. Donc en fait, c'est un petit peu l'histoire de la personne qui est complètement ivre, qui sait qu'il a dépassé la dose normale, il va dire « je ne prends pas la voiture parce que c'est interdit, c'est dangereux ». Il va laisser se reposer, puis de dire « c'est bon, je suis en dessous de mon taux légal, je vais prendre un petit verre au passage avant de partir ». Et là, en fait, non. Le fait de reprendre un verre, il remonte, c'est une accumulation, et il revient dans une zone en fait, qui n'est pas bonne. C'est un petit peu ce qui peut se produire justement avec nos spationautes et avec nos personnels navigants. C'est la surdose en fait, qui peut devenir dangereux et sur un temps très long. Mais sachez que en fait, dans la réalité, il n'y a pas de vrai danger. Sachez-le. On peut prendre l'avion en toute sécurité, sachez-le. J'ai récupéré cette planche en fait où je vous montre les radiations qu'on peut avoir lorsqu'on est à bord d'un avion, à bord de l'ISS, du mission Apollo et sur Mars. On le mesure en fait avec une unité qu'on appelle le sievert, et un sievert en fait c'est une dose qui est très dangereuse, on va dire. Donc on voit très bien que si on fait un vol commercial de 8 heures, la dose typique c'est aux alentours des 0,03 millisievert. Donc on est en dessous de la dose. Donc vous voyez, pour prendre l'avion sans problème.
Pour les missions lunaires, 12 jours sur la Lune, là, c'est l'équivalent de 1,2 millisievert. En revanche, si vous voulez partir sur Mars, eh bien, on va dépasser le taux de 1 sievert. Donc, en gros, c'est un petit peu un aller sans retour. D'où l'importance de protéger nos spationautes avec ce qui va bien à bord de la future navette qui partira là-bas. Enfin, navette ou vaisseau, enfin, on verra. Plus bas sur Terre, eh bien, ce sont nos infrastructures critiques qui vont être touchées. Et nos infrastructures, c'est quoi? C'est tout simplement les réseaux électriques, entre autres. Et les réseaux électriques, en fait, s'ils sont touchés, on a des coupures d'électricité. Là, je vous montre une animation qui représente mars 89 au Québec, pour ceux à qui ça parle. Mars 89, pendant à peu près 10 heures, on va dire, il y a toute une population qui se retrouvait dans l'obscurité complète, sans électricité. On imagine le Québec, la taille du Québec, la surface du Québec, par rapport à la France. Et donc, la population s'est retrouvée sans électricité. Et en plus, au mois de mars, là-bas, il fait super chaud. Donc, c'est vraiment l'idéal. C'est pas l'idéal, quoi. Donc, du coup, forcément, ce genre d'activité, lorsque ça s'est produit, ça a remis en question pas mal de choses, parce qu'un transformateur qui casse, eh bien, ça ne se change pas en claquant des doigts, et ça coûte très cher. Donc, on a commencé à prendre conscience, là aussi, du risque important de l'activité solaire sur les réseaux électriques. Donc, ils ont mis en place déjà des systèmes de protection et aussi des systèmes de prévention. Les perturbations sur les moyens de forage, puisque les moyens de forage, en fait, ce sont en gros des têtes magnétiques aussi. Et s'il y a une perturbation géomagnétique, eh bien, le forage ne va pas se faire au bon endroit. Donc là, le coût du forage, déjà, on imagine un petit peu ce que ça fait. Mais si en plus, on ne fore pas au bon endroit, ça ne va pas le faire du tout. Et en fait, on a aussi l'équivalent du réseau électrique avec le réseau ferroviaire. Pourquoi? Tout simplement parce qu'on a du courant induit. Le courant induit qu'on retrouve en fait au niveau des réseaux électriques, on va le retrouver aussi au niveau des ferroviaires. Ce courant induit, on a des particules en fait qui vont, lorsqu'ils vont arriver sur Terre, ils vont pouvoir glisser, on va dire, sur les rails. Et les rails, c'est quand même bien porteur et ça peut remonter au niveau des motrices et arrêter des trains. On va rencontrer exactement la même chose aussi au niveau des caténaires. Forcément, courant électrique, on va rajouter du survoltage, et donc à ce moment-là, ça peut bloquer le courant électrique, donc plus de train. Donc l'alimentation, pareil, les transformateurs peuvent être touchés. Et le désagrément au plus marrant, entre guillemets, c'est le train s'arrête, c'est pas très grave. Le plus embêtant, c'est quand les lumières en fait, des signaux vert, rouge s'inversent. Donc si au lieu d'avoir du rouge, on passe au vert, on passe. Mais si en face, lui, le gars, il a la même signalisation, eh bien, c'est deux trains qui se rentrent ensemble. Et ça, malheureusement, c'est déjà arrivé. Donc, en règle générale, lorsqu'on a ce genre de bascule comme ça, qui n'est pas prévu, rouge, vert, rouge, vert, rouge, vert, on arrête tout, on attend que ça passe. On comprend pourquoi. Autre phénomène qu'on va rencontrer, c'est aussi au niveau des pipelines. Donc on a transport de gaz, de pétrole. Comme on peut le voir sur la planche en haut à droite, on a des pipelines qui viennent de Sibérie. Géographiquement parlant, la Sibérie, c'est quand même sur des hautes latitudes. Et bien là, c'est pareil, on peut avoir du courant induit qui vont se produire sur ces pipelines, provoquant des échauffements et de l'érosion. Donc à un moment donné, on va fragiliser les tubes, et si ça fissure, eh bien, on a du perçage, et donc là, on a du pétrole et du gaz qui peut partir. Donc au niveau écologique et économique, ce n'est pas l'idéal. Et enfin, on a aussi le même désagrément au niveau des communications sous-marines. 85 à 90% de la communication sur Terre se fait grâce aux câbles sous-marins. À l'époque, on avait du cuivre. Bon, communiquer avec du cuivre, ce n'est pas l'idéal. Surtout sur des longues distances, ce n'est pas l'idéal. Donc, on ne met plus de cuivre, on met de la fibre optique. Fibre optique, ça coûte cher, certes, c'est quand même plus efficace. La seule chose, alors l'avantage, c'est qu'effectivement, ce n'est pas conducteur.
Par contre, il faut des répéteurs pour amplifier les signaux. Si les signaux ne remplissent pas leur travail, eh bien, il n'y a pas de répétition et le signal s'affaiblit. Ces répéteurs sont alimentés forcément par des cuivres pour des courants. Donc, ce qui veut dire qu'en fait, on peut se retrouver à avoir des courants induits à l'intérieur de ces câbles qui vont vous casser les répéteurs. Et donc, à ce moment-là, on n'a plus de signal. Et donc, on ne peut plus utiliser les communications sous-marines. On n'en parle pas beaucoup, mais c'est déjà arrivé. Le climat, grand sujet de discussion et de discorde chez les scientifiques. Le climat, est-ce que le Soleil est responsable de l'activité qu'il y a sur Terre au niveau de l'augmentation de la température, pardon. On sait une chose, c'est que le Soleil, en fait, eh bien, en fonction de sa position par rapport à la Terre, eh bien, va être plus rayonnant ou moins rayonnant. Ça, on le voit très bien déjà avec la proximité de la Terre, parce qu'à un moment donné, la Terre est très proche du Soleil et un peu plus loin du Soleil. Ça, c'est les orbites qui veulent comme ça. Hein. Et en fait, on s'aperçoit qu'il y a une amplitude qui apparaît tous les 11 ans, une variation de la lumière en fait, qui n'est pas plus élevée que 0,24 pour 1000, et qu'on a une amplitude thermique qui évolue, en règle générale, entre 0,1 et 0,2 degrés par cycle. Donc, ce qui veut dire que lorsqu'on est au plus fort de l'activité solaire, donc au maximum, on a une augmentation de la température à peu près de 0,2 degrés à l'échelle planétaire. Et on s'aperçoit vite que sur les courbes, qu'en final, les courbes jaunes, la courbe jaune, c'est celle de la température en fait, qu'envoie le Soleil. La courbe rouge, c'est en fait la température au niveau de l'atmosphère. On s'aperçoit qu'elle continue à évoluer. Donc il y a toujours un grand nombre de débats dessus, des études. Les scientifiques ne sont pas tous d'accord, il ne faut pas se leurrer, ils ne sont pas à dire non, le Soleil n'est pas responsable. Certains scientifiques vont développer et faire des recherches pour démontrer qu'effectivement, le Soleil est aussi responsable du réchauffement climatique. Et enfin, dernier point, nos animaux migrateurs. On sait très bien que les animaux migrateurs, en fait, évoluent selon les lignes chamagnétiques parce qu'ils ont des boussoles, en fait. Hein. Tout simplement, ils ont des boussoles. Enfin, pas que, mais il y a ça. Et donc, lorsqu'ils vont se déplacer, ils vont suivre les lignes chamagnétiques. Et lorsqu'il y a des perturbations géomagnétiques, à ce moment-là, ils sont complètement désorientés. Et ça, on peut le retrouver au niveau des mammifères marins, baleines, dauphins, etc., et aussi au niveau des oiseaux. Mais il n'y a pas que. On a aussi des tortues, on a aussi des insectes, on a plein d'animaux comme ça qui réagissent comme ça. Et moi, j'aime bien donner toujours mon exemple de l'Alsace, quand j'étais muté là-bas, grand pays de la Cigogne. Et la cigogne, en fait, migre vers les pays du Maghreb, puisque là, c'est normal, pour se réchauffer. À part qu'à un moment donné, nos cigognes, au lieu de partir vers le Maghreb, elles sont parties vers la Pologne. C'est vrai que la Pologne, pour se réchauffer, c'est l'idéal, surtout en hiver. Et en final, après, ils ont repris leur route. Et par corrélation, on s'est rendu compte que les lignes magnétiques étaient tellement perturbées qu'en fait, nos cigognes étaient perturbées, ils étaient partis vers la Pologne. Ces études-là deviennent grandissantes, c'est le cas de dire, parce qu'on n'en parlait pas beaucoup, et de plus en plus, maintenant, sur tous les pays du Nord, font beaucoup d'études dessus, parce que peut-être ils en ont marre aussi de voir des baleines qui échouent dans leur fjord, en Norvège. Et en fait, on se rend compte qu'il y a deux phénomènes. Il y a la perturbation géométrique, mais aussi le fait qu'il y a un réchauffement climatique. Et donc, l'eau change au niveau de température, l'air change au niveau de température, et ça désoriente complètement les animaux migrateurs. Donc, tout ça mélangé, notre faune, en fait, elle est complètement déranglée. Voilà un petit peu ce qu'on peut dire concernant les différents impacts qu'on peut rencontrer dans sa globalité suite aux interactions solaires. Maintenant, comment c'est organisé ? Parce que la météorologie de l'espace, c'est une science au départ, mais on se rend compte qu'il y a un besoin opérationnel. Pourquoi on fait de la prévision météorologique de l'espace ? Tout simplement parce qu'on doit prévoir l'événement avant qu'il arrive sur Terre, tant qu'à faire. Or, il y a certains événements, comme les flares, c'est très difficile à prévoir, et lorsqu'ils se créent, 8 minutes après on a l'événement, c'est trop tard, on l'a reçu. Il y a des événements après qu'on peut prévoir après, comme le CME par exemple, puisqu'on a vu qu'on a le temps qui est beaucoup plus large, beaucoup plus long. Et le plus important, c'est au moins de pouvoir avoir l'information au moins 20 minutes avant l'impact sur Terre pour pouvoir se préparer dans certains moments justement à protéger nos systèmes.
Pourquoi on fait ça? Tout simplement parce que c'est pour mieux comprendre les phénomènes, pour une meilleure prévision. Je suis honnête, la petite phrase en question, c'est une phrase de Météo France, et ça correspond très bien avec la météorologie spatiale. On essaye de comprendre les phénomènes, justement, pour pouvoir mieux les prévoir. Alors, pour prévoir tout ça, et pour l'organiser, il faut le voir sous 3 aspects. Le premier, c'est un aspect scientifique, où on essaye de comprendre l'événement, on le modélise, et ensuite on fait de la prévision scientifique. Donc en fait, on essaye de prévoir quand est-ce qu'il va y avoir un flair, quand est-ce qu'une CME va nous arriver sur le coin de la figure, quand est-ce que tel phénomène va interagir avec la Terre. Voilà, ça c'est du scientifique. Ensuite, il y a l'aspect opérationnel. L'aspect opérationnel de ce cadre-là, c'est on comprend le phénomène scientifique et on va le transformer en impact technologique. Ça, c'est la prévision opérationnelle. Et ensuite, il faut voir l'aspect utilisateur final, qui lui va exploiter ces données pour ensuite l'adapter à sa mission. Donc, je vous donne un exemple très simple. J'ai un opérateur de communication HF et je lui dis, écoute, là, il y a un flair type X qui s'est produit. C'est tout. Là, forcément, il va me dire, et qu'est-ce que tu veux que je fasse de ton information? Donc forcément, c'est direction à la poubelle. En revanche, je vais lui dire, il y a un événement solaire qui s'est produit, des gammes de fréquences entre 3 et 10 MHz, elles sont cramées. Déjà pour lui, c'est plus parlant, sachant qu'en plus, s'il communiquait avec du 5 ou 6 MHz, il va dire, ah oui, je comprends mieux pourquoi ça ne marche pas, maintenant, je peux aller chercher un autre moyen de communication, au-dessus ou au-delà de cette com. Déjà, là, c'est beaucoup plus parlant pour lui. Eh bien, en fait, la transformation du scientifique à l'opérationnel, il est là. En fait, de plus en plus, on s'aperçoit qu'on a une société interconnectée et une société qui est dépendante d'une grosse partie de technologie. À l'époque, pour le côté scientifique, il y a 30 ans, on va dire, la physique spatiale, c'était axé sur principalement l'activité solaire, le vent solaire, la magnétosphère, l'ionosphère, et chacun un petit peu travaillait dans son coin. Aujourd'hui, on se rend compte qu'en fait, on ne parle plus de ça, mais d'une relation Soleil-Terre, tout simplement parce qu'en fait, il faut comprendre les mécaniques physiques et répondre de plus en plus maintenant à des applications et aux besoins sociétaux. Donc en fait, l'idée, c'est aider les opérateurs, quels qu'ils soient, satellites, pilotes, navigateurs, enfin, tout ce qu'on peut avoir comme système, centrales électriques, etc., prévoir et leur dire, faites gaffe, il y a quelque chose qui se produit, voilà les risques que vous allez rencontrer. Voilà ce que vous pouvez faire pour pallier au problème. Ça, c'est la transformation scientifique en opérationnel. Donc le scientifique, c'est quoi? Il va étudier, avec pas mal de capteurs qui vont être sur Terre. Il va comprendre un petit peu comment se comporte l'ionosphère, comment se comporte la magnétosphère, et il va forcément étudier le Soleil avec une base de données et d'images qu'il peut avoir au niveau du sol. Bon, on sait très bien que travailler depuis la Terre, c'est compliqué, parce que la fenêtre d'observation, elle est bloquée par l'atmosphère, donc on va mettre des satellites dans l'espace. Donc là, je vous ai mis une petite composition, mais il y en a bien plus. Donc des sondes qui vont travailler pour diverses missions et qui vont observer, étudier et surveiller l'activité solaire et qui vont nous fournir justement un grand nombre d'informations pour pouvoir mieux comprendre et prévoir les événements solaires. Donc cette animation, c'est juste pour montrer qu'en fait, autour de la Terre, on a des satellites qui vont étudier, observer l'ionosphère, l'anosphère. Un peu plus loin, on va avoir la même chose qui va étudier la magnétosphère, pour essayer de comprendre un petit peu comment ça fonctionne et comment il réagit avec les interactions avec le Soleil. Plus loin, proche de Lagrange 1, on a des sondes qui vont mesurer l'activité solaire et l'observer aussi. Plus loin encore, il y avait donc des sondes qui faisaient le tour du Soleil, c'était les missions stéréo A et stéréo B. Et ensuite, on a aussi d'autres sondes qui vont se rapprocher du Soleil, notamment Parker Solar Probe, Solar Orbiter. Et ensuite, on va aller encore beaucoup plus loin, au fin fond de la partie héliosphérique, avec les voyageurs, pour essayer de comprendre en fait comment se comporte la partie héliosphérique. Donc, vous voyez, les sondes, il y en a partout, qui étudient, qui surveillent en permanence sur l'activité solaire. Cette activité solaire,
elle est suivie et il y a un grand nombre d'organisations de recherche un petit peu partout, donc notamment chez les Américains avec le Space Weather Prediction Center, chez nos amis belges avec le CDC ou en Australie. Donc on a une cartographie en fait sur le côté gauche mondial qui vous indique en fait les centres principaux qui vont en fait partager l'ensemble des données scientifiques. Et donc c'est sur le réseau ISES notamment. Et en fait tout le monde travaille ensemble et se partage des informations pour essayer de mieux comprendre scientifiquement comment se comporte le Soleil et ce qu'il fait. Donc il existe un grand nombre de laboratoires et d'instituts partout dans le monde, qu'ils soient américains, canadiens, finlandais, français, etc., etc. Il faut savoir qu'en France, on est quand même bien placé en matière de recherche à ce niveau-là. Mais avec tout ça, on ne fera que de la prévision scientifique. Donc en fait, on va prévoir quand est-ce que le flair va se produire, pour faire simple. Par exemple. Donc le côté opérationnel n'est pas pris en compte. À côté de cela, il y a dans certains pays certains centres opérationnels. Donc j'ai quelques exemples, notamment chez les Américains, puisque ce sont les premiers concrètement à avoir mis ça en place, où en fait ils vont transformer le scientifique en opérationnel. Ils vont produire des publications au profit d'utilisateurs finaux qui en ont besoin. Les centrales électriques, l'aviation, les communications, etc., etc. Donc les Américains, on a la même chose chez les Australiens. Au niveau du Met Office, donc l'équivalent de Météo France chez les Britanniques, c'est exactement la même chose. Ils ont aussi un centre qui s'occupe de ça. Et aussi, on a l'OACI, qui depuis peu, en finale, parce que ça date des années 2020, un peu plus loin, il y a le Space Weather Center Provision, où en fait il y a des centres scientifiques et industriels qui travaillent ensemble pour fournir des informations utiles et nécessaires à l'avion civil. Et donc ces données, c'est les perturbations sur les communications en chef, les perturbations en matière de GNSS, donc tout ce qui est moyen de navigation par satellite, et l'exposition du personnel navigant. Et dans tout ça, la France. Eh bien, la France, c'est pareil, ce que je disais, on a des prévisionnistes, enfin, on a de la recherche qui est très performante, notamment au niveau de l'Observatoire de Paris, avec l'IRA, on a aussi l'ATMOF, on a l'IPGP, l'IRAP, qui est pas loin d'ici, l'IPAG à Grenoble, ISGI, etc., etc. Donc il y a plein de centres comme ça qui permettent justement de pouvoir faire beaucoup d'études sur la compréhension de l'activité solaire, aussi bien le Soleil lui-même que les relations avec la magnétosphère et l'ionosphère. Il y a aussi un centre qui est ici, qui s'appelle OFRAM, qui est l'Organisation française de recherche applicative en météorologie de l'espace, qui permet de regrouper en fait l'ensemble et de collecter l'ensemble des informations pour faire de la prévision scientifique. Et on a aussi quelque chose qui est un petit peu unique au monde, on a aussi un centre, un groupement de coordination de météorologie de l'espace, le GCME, qui est en fait suivi par le CNES, et donc qui rassemble un grand nombre d'experts scientifiques, industriels, pour travailler ensemble et pour coordonner les activités de météorologie spatiale qu'il y a en France et comment on peut aussi s'implanter au niveau européen et mondial. À côté de cela, en matière de prévision opérationnelle, eh bien, on n'a pas grand-chose. On a effectivement Météo France, CLS et ESSP qui travaillent ensemble qui contribuent, la contribution française, pour fournir des informations opérationnelles au profit de l'OACI, l'Organisation de l'Aviation Civile Internationale. Et au niveau de l'armée de l'air et de l'espace, eh bien, il y avait un centre appelé FEDOM et qui assurait en fait de la prévision uniquement au profit de la défense. C'est le système que j'avais développé quand j'étais là-bas. Actuellement, la défense continue aussi avec des applications qui leur sont propres, mais ça ne reste que pour la défense. Et les autres dans tout ça, eh bien, il n'y a rien malheureusement. Et c'est là aussi où on a malheureusement en France un vide au niveau de la chaîne opérationnelle qu'il faudrait pouvoir combler, parce qu'il y a peu de services nationaux de prévision dédiés, une faible intégration vers les opérateurs industriels et surtout un grand manque de formation en matière de météorologie de l'espace. Vous partez aux États-Unis, il y a un grand nombre de diplômes qui sont faits pour ça. En Angleterre, c'est pareil. Malheureusement, en France, il y a effectivement l'aspect de météorologie de l'espace, mais il n'est pas aussi poussé et ce n'est que des petits morceaux. C'est vraiment ce vide-là qu'il manque justement pour pouvoir faire de la prévision, parce qu'en fait, le but principal, c'est de pouvoir assurer et d'informer et de former le maximum
de personnes, des ingénieurs, des techniciens et des décideurs face à des événements qui peuvent nous arriver. On n'est pas à l'abri de perturbations en France concernant le réseau électrique. Il ne faut pas se leurrer. Le risque est faible, mais ça peut arriver. On n'est pas à l'abri d'avoir des pertes de communication et de détection. Tout ça pour dire, en fait, j'arrive à la fin de ma conférence avec ce petit proverbe que j'aime bien, c'est l'ardeur du soleil fait mieux apprécier d'être à l'ombre. Effectivement, pendant la canicule, c'est appréciable, mais quand le soleil aussi est très violent, on aime bien aussi protéger nos installations pour éviter justement de cramer. D'où l'importance de se dire qu'en fait, le soleil n'est pas une menace, c'est un risque. Ce n'est pas intentionnel, c'est un risque. Et le risque, en fait, lui, il s'anticipe, il se gère et s'enseigne. D'où l'importance, justement, et je terminerai là-dessus, de pouvoir former les gens à la compréhension de ce phénomène, et de former les gens, justement, pour pouvoir se protéger et protéger les systèmes les plus impactants. Je vous remercie de votre attention. Bon ben, merci Lionel pour cet exposé là, qui était quand même très complet et puis assez utilement imagé quand même. Je pense que les images ont bien aidé là parfois. Donc nous avons un peu de temps là pour des questions. Donc si vous souhaitez poser des questions, je vous demanderai de vous lever afin qu'on puisse vous identifier. Et il y a des micro-nomades dans la salle, donc il suffira de vous lever le bras et on vous passera un micro là. Donc voilà, nous avons... N'hésitez pas, je suis sûr qu'il y a quand même des tas de choses qui ne sont pas forcément très claires, qui méritent des compléments. Il y en a deux là-bas, aussi. Bonjour, merci pour votre présentation, c'était clair. Moi, je suis au CNES, donc je connais un peu la problématique, mais justement, la question que je me posais, c'est les centres opérationnels étrangers dont vous parliez, sur lesquels on fait défaut, je pense, en France, mais aussi en Europe, je pense. Est-ce qu'ils font du business avec ? Ou est-ce que c'est juste des centres publics au service des systèmes militaires ou des infrastructures civiles Je voulais savoir si on pouvait faire du business avec la prévision de la météo. Alors, j'aurais tendance à dire oui, on peut faire du business, c'est sûr, parce qu'il faut bien payer les services. Si on prend le cas des Américains, notamment avec la NOAA, c'est une agence gouvernementale, donc du coup, c'est au profit des utilisateurs gouvernementaux et autres. Donc là, à ce niveau-là, au niveau américain, tout du moins, hormis payer les modèles qu'il faut développer ou les prévisions, ensuite, les services sont plutôt gratuits. Je parle au niveau américain. Au niveau britannique, de souvenirs, c'est pareil, les services sont gratuits, en fait, au profit principalement de 2 ou 3 opérateurs sur les télécommunications et les réseaux électriques. Mais c'est gratuit. Ouais. En revanche, effectivement, d'autres services sont payants parce qu'il faut aussi développer, comme je dis, les modèles de prévision. Bonsoir. Ouais. Là, à votre droite. Ouais. J'avais une question. Du coup, il y a pas mal de satellites. Enfin, il y a quelques satellites qui orbitent autour du. Enfin, comment dire. Est-ce que, avec nos satellites, on peut observer la face qui n'est pas visible du Soleil pour la Terre? Parce que du coup, il y a le satellite va orbiter autour du Soleil, mais la face cachée que nous on voit pas. Est-ce qu'on va pouvoir communiquer avec lui? Est-ce qu'il va l'observer? Alors, ça va être compliqué d'observer. Observer, on peut observer, mais par contre, on n'aura pas l'image de suite parce que lorsqu'il est derrière le Soleil, il va nous empêcher de communiquer avec. Alors, si on reprend par exemple la mission stéréo, à un moment donné, effectivement, on a 2 satellites qui ont tourné autour du Soleil et ils sont passés derrière le Soleil. Donc, comme c'était sur un plan derrière celui de la Terre, forcément, le Soleil bloque. Donc à partir du moment où on est derrière le Soleil, on ne peut plus communiquer, ça c'est clair. En revanche, ça n'empêche de récupérer des images, mais bon, après, elles ne sont pas exploitables de suite.
Merci pour votre intervention et toutes vos précisions. Une question. Je vous ai entendu parler d'Américains, de GPS. Est-ce qu'à aucun moment vous avez évoqué Galiléo ou l'Europe? Est-ce qu'il y a une espèce de coordination interétatique à cette maille-là? Merci. Alors effectivement, je parlais du GPS, mais j'aurais pu parler de Galiléo, j'aurais pu parler de GLONASS chez les Russes, de Beidou. En fait, quand on parle de GNSS, c'est l'ensemble des satellites utilisés pour la navigation par satellite. En fait. Voilà. Donc des coordinations, non, chacun travaille dans son coin, mais ensuite on peut, nous, utilisateurs, utiliser n'importe quel service fourni par différentes constellations. Ça, c'est pas interdit. En revanche, quand on parle de GNSS, c'est l'ensemble des satellites qui sont utilisés pour ça et qui sont impactés. Voilà. On ne peut pas dire que les GPS soient meilleurs que les Galileo, que les Beidou ou autres face au Soleil. On peut dire effectivement que les Galileo, on va dire, sont plus précis, sont de meilleure qualité, certes, technologiquement parlant et au niveau des liaisons, mais en revanche, par rapport au Soleil, tout le monde loge à la même enseigne en fait. Pour le programme Artemis, il y a un enjeu ou pas? Vous pouvez répéter la question, excusez-moi. Pour le programme Artemis, parce que j'ai vu que vos chiffres disaient que ce n'était pas si dangereux que ça, mais on sait qu'Apollo 17, ça a été limite. Alors pour le programme Artemis, effectivement, il faudra songer à prévoir ça. Donc il y a des études. Alors, programme Artemis, on va sur la Lune ou autre, donc on a déjà été là-bas, on sait ce qu'on sait. Enfin, on sait ce à quoi on va s'attendre. Donc les risques ne sont pas les mêmes, effectivement. Mais ça va être étudié, malgré tout, dans tous les cas, parce que le risque d'être exposé, il est là, dans tous les cas. Mais le risque sera moins important que partir plus loin. Mais la prévision, parce que je sais pas les séjours la durée des séjours, mais ils auront moyen de se protéger. Ensuite, charge aux ingénieurs et aux techniciens d'assurer des protections et entre guillemets des blindages. Quoi. Ça, c'est le côté embêtant, c'est sûr. Concernant au début de votre exposé, vous avez présenté une coupe du Soleil, si je puis dire, avec les différentes couches en allant du centre vers l'extérieur. Quand et comment a-t-on pu déterminer cette composition du Soleil? Les couches internes, en fait, forcément, on n'a pas été sondé directement. C'est pas compliqué, pas évident, on est bien d'accord. On a été écouter les vibrations du Soleil. On fait de l'héliosismologie, en fait. Et c'est les vibrations du Soleil, en fonction des retours, on va dire, sonores, façon de parler quand je dis ça, mais des ondes de vibration, qu'on est capable de déterminer, en fait, les différentes couches. C'est un petit peu la même chose qu'on fait sur Terre quand on fait de la sismologie terrestre, et rapport qu'on sonde, et on est capable d'aller déterminer ce qu'il y a en dessous. Là, c'est directement le signal qu'on reçoit du Soleil par vibration qui nous donne cette information-là. Bonjour, moi j'ai deux questions. Première question, quelle est la quantité annuelle moyenne d'incidents qui sont liés aux interactions entre le Soleil et la Terre? Et deuxième question, est-ce que le sujet de ces interactions est plus étudié aujourd'hui parce qu'on y est plus sensibilisé, internationalement parlant, ou est-ce que c'est parce que les incidents qui y sont liés sont de plus en plus graves ou de plus en plus nombreux? Merci. Alors, je vais répondre d'abord par la seconde question. C'est beaucoup plus facile. Pourquoi plus maintenant? Tout simplement parce que notre société est technologiquement dépendante des satellites, des communications et autres. Et on se rend compte qu'avec le nombre de satellites, le nombre d'événements, en fait, il y a des répercussions qui sont assez fortes. Donc, plus on va mettre des satellites, plus on va faire de la communication, et plus. Et donc, on se rend compte de l'intérêt de faire ce genre de science et de déterminer les probabilités qu'on a des risques. Donc, effectivement, vu la société actuelle, c'est pour ça qu'on s'y intéresse davantage, entre autres. Concernant le nombre d'incidents, je ne pourrais pas vous donner le chiffre exact, là, de tête, mais c'est assez variable. Parce qu'en fait, si on prend l'exemple, le tout premier exemple que j'ai donné en 1967,
pouvait pas dire qu'il y avait des répercussions sur les satellites, parce qu'on n'en avait pas. Donc, par contre, on savait estimer les perturbations sur les brouillages de radio et radar, ça on savait faire. Ensuite, comme j'ai expliqué, au fur et à mesure du temps, avec les différents événements, notamment, comme on l'a vu, il y a l'événement de 89, on a pris conscience que les réseaux électriques sont très sensibles, peuvent être sensibles. Donc c'est au fur et à mesure du temps, en fait, qu'on se rend compte que le Soleil a vraiment des répercussions au niveau des technologies, parce que justement, en plus, on devient dépendant, donc forcément, il faut qu'on étudie davantage, quoi. Les conséquences là, sur les réseaux électriques ferroviaires, ces courants induits, ça conduit à des ordres erratiques ou ça conduit à de la destruction de composants électroniques? Non, ça n'ira pas jusqu'à la destruction de composants électroniques, enfin pas à ma connaissance tout du moins. Voilà. J'ai fait une recherche concernant les problématiques concernant cela, donc principalement dans les pays nordiques. Les problèmes qu'ils rencontrent, c'est effectivement des interruptions de services liées à des surchauffes. Il n'y a pas de destruction proprement dit. On n'a pas des coupures électroniques qui bloquent tout. On a effectivement des bits qui apparaissent, comme j'expliquais, sur les lumières en fait, mais des coupures nettes du courant, non. Ça pourrait arriver effectivement, ça, si on avait un transformateur qui éclate. Mais maintenant, ça, surtout dans les pays nordiques, ils font extrêmement attention. Ils préparent à l'avance et ils vont éviter ça, quoi. Si on ne fait pas attention, ça peut arriver, effectivement. Oui. C'est peut-être un peu anecdotique, mais je m'occupais de calcul d'orbite dans les années 70. À l'époque, il y avait un service à Meudon qui nous fournissait ce qu'on appelait les AP et les KP de mémoire. Donc c'était des prévisions d'indices, des restitutions et des prévisions d'indices géomagnétiques. C'était bien utile parce qu'on avait des modèles d'atmosphère qui étaient calés avec ces coefficients. Je ne sais pas si c'est toujours utilisé parce que maintenant les mesures de calcul d'orbite sont tellement précises, comme avec Doris par exemple, on n'a peut-être plus besoin d'avoir ces modèles d'atmosphère. Mais je ne sais pas si le service à Meudon existe toujours et si vous faites encore ce genre de prévision. Il n'y a plus de service à Meudon depuis le fait qu'on a arrêté le service militaire, puisque c'était tenu par les scientifiques du contingent à l'époque. Et donc, il n'y a plus ce service-là qui est fourni, effectivement. À l'époque, je suis d'accord avec vous, le KP et AP, c'était les indices magnétiques les plus performants de l'époque, et forcément, qui étaient assez intéressants, mais on se rend compte qu'on a beaucoup mieux maintenant, et en ce qui concerne l'orbitographie, on va employer des modèles beaucoup plus précis, surtout au niveau atmosphérique. On y injecte toujours effectivement des indices géométriques, mais pas forcément ceux-là, quoi. Donc il faut déjà on a des résolutions temporelles maintenant qui sont beaucoup plus courtes, donc c'est beaucoup plus fiable, quoi. Mais le service à Meudon n'existe plus. En revanche, la fourniture des indices KP-AP se fait toujours, mais à Potsdam, puisque ce sont eux qui sont responsables, en fait. Bon, bonsoir. Bon, moi, je suis un ancien de Météo France et du CNES, et j'ai travaillé en météorologie spatiale, celle où on prévoit le temps à l'aide des données de satellites. Et vous ne serez pas étonné que je suis un peu choqué de ce que vous dites à propos du climat et de la polémique qui, pour moi, est résolue quand même depuis un certain temps. Je crois que voilà, donc il est clair que c'est quand même l'augmentation des gaz à effet de serre qui produit l'élévation de température sur Terre. Alors, j'avais une question sur les modèles de prévision pour la météo spatiale. Donc, vous avez cité un certain nombre d'acteurs. En météorologie, les modèles, ils ont un domaine, ils ont une taille de maille, une résolution verticale ou horizontale. J'aurais voulu savoir si c'était la même chose et quel était le degré de coopération qu'il y avait entre les différentes agences. Alors juste pour revenir, je suis tout à fait d'accord avec vous, juste par rapport aux propos que je tenais. Moi, personnellement, je suis d'accord avec vous. Effectivement, ce n'est pas vraiment l'activité solaire qui est responsable du réchauffement climatique. Mais il y a encore des scientifiques qui ne sont pas d'accord. Ça, c'est ouais. Alors oui, effectivement, il y a des modèles. Alors les modèles, il y en a plein de toutes sortes, en fait, qui vont s'interconnecter. Donc il y a des modèles en fait, de propagation, par exemple. Lorsqu'on a une CME qui va partir, on va essayer d'estimer le temps qu'il mettra pour nous parvenir. C'est assez compliqué parce que le milieu spatial est assez compliqué.
Donc on a déjà des modèles d'arrivée qui vont s'interconnecter avec le milieu magnétosphérique. Donc il existe aussi au niveau magnétosphérique, c'est pareil, il y a aussi des modèles qui se font. Et au niveau de l'ionosphère. C'est vrai qu'à l'époque, chacun travaillait dans son coin. Donc l'idéal, c'était d'arriver à avoir un modèle global qui interconnecte tout ça. Donc de plus en plus maintenant, il y a des travaux qui se font, notamment entre les magnétosphériciens et les ionosphériciens, puisqu'on s'aperçoit qu'il y a des relations entre les deux qui sont assez fortes. Donc il y a effectivement des accords, il y a des ententes entre différents organismes, notamment en France, c'est le cas, mais aussi au niveau européen. Et de plus en plus, maintenant, on essaie d'interconnecter avec le milieu solaire, quoi. Donc il y a oui, effectivement des ententes. Ouais. Chose qui, effectivement, à l'époque, ça ne se faisait pas réellement. Ouais. Bonsoir. Ici, au milieu. Ah, pardon. Merci beaucoup pour votre présentation. Je me posais la question, pourquoi, quand on s'éloigne du Soleil, en fait, la température augmente? On a des explications aujourd'hui? Ça fait partie encore des sujets d'étude. On ne sait pas réellement expliquer. Il y a des explications, enfin, il y a pas d'explications, il y a des propositions, en fait, pour justifier cette augmentation de température, mais pour l'instant, à ma connaissance, rien de bien probant. On peut retenir éventuellement deux études, il y en a d'autres, bien sûr. La première, c'était le milieu acoustique. On sait très bien que le son vibre, et quand il vibre, il peut aussi créer une hausse de température. Donc à l'échelle du Soleil, effectivement, on peut se rendre compte que les vibrations sonores peuvent augmenter la température, mais ne justifieraient certainement pas en fait, le fait qu'on monte à 2 millions de degrés. Ça, c'est une première étude qui est toujours en cours, le souvenir. Et ensuite, il y a aussi une autre étude qui expliquerait cela par le fait que sur le Soleil, en fait, on aurait des micro-éruptions solaires, on va dire, pour faire simple, qui auraient tendance à chauffer la partie basse de la couronne et augmenterait la température vers le haut. Un petit peu comme des réchauds, si vous préférez, mais ça ne justifie pas non plus dans certains cas. Pourquoi aussi loin, en fait? Parce qu'à plus de 10 000 km, en fait, on monte directement à être un peu aussi élevé, quoi. Donc ça fait toujours partie des sujets d'étude assez approfondis. Oui, bonsoir, je suis retraité de Thales Alenia Space et j'ai fait du suivi en orbite pendant une dizaine d'années. Il y a quelqu'un qui posait la question là, de l'impact sur les satellites. Au fur et à mesure du temps, les industriels ont appris à protéger les équipements et qui deviennent moins sensibles à l'environnement spatial. Voilà. Oui. Et après, au niveau de tous les satellites, vous n'avez pas parlé des satellites Gauss qui sont en orbite géostationnaire, où j'ai peut-être manqué ce que vous avez dit. J'ai parlé des Gauss vite fait, parce qu'en fait, je montrais des capteurs X-ray embarqués sur les Gauss et les capteurs protons aussi qui sont embarqués sur les Gauss. Donc je suis d'accord avec vous, la technologie actuelle et la protection, maintenant, on prend conscience de protéger nos satellites et les technologies utilisées sont de plus en plus performantes justement pour que les satellites soient protégés. Cela étant, vous êtes bien conscient aussi que le risque zéro n'existe pas. On se base en règle générale sur l'événement de Carrington pour se rendre compte de ce qui s'est passé et puis essayer de se dire que c'est l'événement le plus puissant. Donc on essaie de protéger au mieux justement pour éviter que cet événement puisse se produire. Cela étant, on sait très bien que plus ça va effectivement, les systèmes satellitaires en fait. Vous le savez très bien, on protège, on met les organes sensibles au centre et puis au fur et à mesure on décale les organes les moins sensibles pour éviter qu'ils soient impactés. En revanche, chez les panneaux solaires, ça reste quand même une vulnérabilité. Je parlais sur l'électronique. Oui, d'accord. Donc voilà, sur la partie électronique. Et donc au niveau des Gauss, effectivement, c'est pareil, tout ce qui est géostationnaire, c'est aussi très touché, très sensible. Alors peut-être pas de la même manière, effectivement, que la partie Léo, en basse altitude, mais les géostationnaires sont quand même bien touchés, puisqu'ils sont quand même, ils sont pas loin des ceintures de radiation, et en plus on a la problématique où ils peuvent se retrouver dans le milieu interplanétaire avec la métosphère qui rentre à l'intérieur. Et donc s'ils ne sont pas bien protégés, il y a des clashs qui peuvent se produire, oui. C'est sûr. Ensuite, juste pour revenir sur un point, on sait très bien que plus ça va, plus on miniaturise
nos systèmes, et le fait de miniaturiser, ça rend encore beaucoup plus sensible aux particules de haute énergie. Donc il y a plein de technologies qu'il faut mettre en place justement pour assurer la protection des systèmes. Donc, il y avait une question pour monsieur. Oui. L'incident au Canada de 1967 est-il désormais prévisible, donc à la fois dans le temps, la semaine prochaine ou un peu plus tard, mais aussi en termes de lieu? Est-ce que ça se renouvellerait au Québec ou par exemple à Toulouse ou ailleurs? Vous parlez de l'événement de 1989. Oui. Oui, maintenant, effectivement, ce genre d'activités sont très suivies, sont protégées. Alors, 89 était intéressant parce que bon, ça s'est produit au Canada, dans un pays qui est en haute latitude, donc très sensible effectivement aux effets des courants induits géométriquement. Donc il y a des protections à l'avance. À partir du moment où il y a des courants qui sont trop élevés, il y a des seuils qui sont déclenchés, et dans les pays nordiques, toute la partie scandinave, Amérique du Nord, Russie, etc., ils ont des procédures justement pour protéger leur système. Donc ils anticipent en fonction des alertes qu'ils vont avoir, ils anticipent justement la protection. Donc normalement, j'aurais tendance à dire, ça ne devrait pas se reproduire, normalement. En ce qui concerne la France, bon, déjà la France, on a un pays qui est beaucoup plus bas au niveau de latitude, donc les risques sont moindres. Cela étant, quand j'étais militaire, on a eu la visite du ministère des Finances, et donc il y avait des personnes de la partie atomique qui étaient venues nous rendre visite et me demandaient est-ce qu'il y a un risque potentiel que nos centrales, nos réseaux électriques puissent être sensibles par rapport aux impacts solaires. Bon, de prime abord, déjà, on ne peut pas dire que le risque zéro va commencer, ça n'existe pas. Mais il y a une chose qui est sûre. Déjà, d'une part, la production du courant électrique en France, comme on le sait, il est majoritairement nucléaire. En plus, la France, par rapport à d'autres pays, ce n'est pas une grande surface. Et on produit au niveau régional. Donc, en fait, déjà, il y a très peu de chances qu'on puisse avoir ce genre de problème. D'autre part, le problème qu'on a aussi, surtout au niveau européen, c'est qu'en fait, on est interconnecté. Le réseau électrique français est interconnecté avec le réseau européen, notamment avec l'Allemagne. Si on prend le cas de l'Allemagne, en fait, il fait des productions d'électricité, c'est propre à lui, mais déjà le pays est plus élevé en latitude, et en plus de ça, il a des grands réseaux. Un petit peu, on va dire, comme les Américains ou les Canadiens. Donc, il y a une forte probabilité qu'eux puissent subir les courants induits géométriquement, et donc peuvent éventuellement, malheureusement, nous ramener ce genre de problème, puisqu'en fait, ils nous renvoient du courant électrique en France, et donc, on va dire, sans vouloir faire du mal à nos amis alsaciens, bien de là, eh bien, en fait, l'introduction du courant dans les transformateurs alsaciens pourrait clasher. Donc, mais si ça doit arriver, dans la réalité, en fait, on n'aura pas de blackout comme il s'est produit au niveau canadien en France. Il y a vraiment très peu de chances que ça arrive. En plus, pour qu'on ait du courant induit aussi, comme ça, il faut que le sol soit plutôt, isolant. C'est pour ça que les particules ont tendance à aller sur les courants, sur les lignes électriques. En France, on a un petit peu cette chance-là, c'est que d'après les études géologiques, en fait, on a des côtés non isolants, donc en fait, on a très peu de chances qu'on ait ce courant induit. Donc en règle générale, ce qu'il faut se dire, c'est que c'est vraiment un problème propre aux pays nordiques, mais comme on a des interconnexions, nous, avec les pays européens, qui sont aussi les pays nordiques, on n'est pas à l'abri d'avoir ce genre de problème-là. Mais bien penser que le risque du Canada en France, normalement, ça ne devrait pas se faire. Mais bon, on ne sait jamais. Je vous propose qu'on prenne une dernière question, si on a une, et puis on mettra fin, parce qu'on a quand même quelques contraintes logistiques à respecter vis-à-vis de nos amis de la Cité. Oui, donc une dernière question, s'il vous plaît. Ah, pas de micro? Bon, tenez. Je vais essayer de parler. Non, mais attendez, pour votre exposé. Merci beaucoup pour votre exposé qui m'a beaucoup intéressé. Bon, moi je suis un ancien d'EDF, donc je confirme ce que vous avez dit concernant le réseau de transport. Par contre, je voulais savoir s'il y avait des études particulières qui donnaient une certaine liaison entre les problématiques de taf solaire ou l'activité, je dirais, générale du soleil et la formation des orages
ou des phénomènes un petit peu particuliers, tornades ou autres, d'un point de vue météo sur la planète Terre. Donc en fait, en gros, c'est est-ce que la météorologie de l'espace et l'événement du Soleil peut avoir des effets sur le climat terrestre? En gros, c'est ça votre question? Oui, bah, bien sûr, oui. Mais si on avait des relations, je dirais, vous pouvez... Alors, des relations, c'est très compliqué. Une chose est sûre, c'est qu'en fait, on s'aperçoit de plus en plus, je pense que M. Météo France, qui est ici, pourrait aussi nous le confirmer. La Météo France étudie principalement la couche basse, donc la partie troposphérique, parce que c'est là où on a le maximum de masse, et là où on peut étudier la météo. On s'est rendu compte au fur et à mesure du temps, en fait, que sur les couches supérieures, il y a aussi des fuites et donc des risques de relations entre la couche basse et les couches hautes. Alors, en France, ce n'est pas vraiment étudié, par ma connaissance. Il y a des études qui sont faites au niveau européen, je crois que c'est dans les pays du Nord, où ils étudient aussi ce genre de relations. Mais pour l'instant, est-ce que le Soleil est responsable des tornades ou des cyclones ou ce genre d'événements? Pour l'instant, ce n'est pas réellement prouvé. Est-ce que les orages sont responsables, enfin, orages qu'on a en météo normale, enfin classique, enfin terrestre, pardon, est-ce que c'est un lien avec le Soleil? Ce n'est pas encore réellement prouvé. En revanche, peut-être que ça n'a pas vraiment un lien avec la partie météo qu'on voulait, mais il y a des études qui sont faites au niveau sismologique et on s'est rendu compte, enfin, certaines études montrent que dans certains cas, des tremblements de terre pourraient être liés et corrélés avec les perturbations géométriques. Donc déjà, on n'est plus sur tout le même système, mais il y a des études qui montreraient, alors je ne sais plus, je crois que c'était en Angleterre, le BGS en fait, qui avait travaillé là-dessus, me semble, qui avait déterminé, dans certains cas, qu'ils avaient corrélé sur 100 tremblements de terre, il y en avait 25 ou 30 qui pourraient être corrélés avec justement l'activité géométrique. Donc, on pourrait se dire, effectivement, pour aller creuser un petit peu votre question, il pourrait peut-être éventuellement y avoir aussi des relations, mais je pense que la science nous répondra à cette question plus tard. Merci. Bon, ben on va clore ici cette conférence. Donc on peut remercier Lionel Biré là, pour effectivement sa venue, son exposé. Pendant que la régie peut-être nous envoie là, les planches de conclusion, moi je voudrais quand même remercier publiquement là, les équipes de la Cité de l'Espace là, qui nous accueillent quand même toujours autant techniquement qu'humainement avec quand même un grand professionnalisme. Donc merci à eux. Remercier aussi nos bénévoles, hein, parce que je pense qu'effectivement, si on arrive à mettre en place ce type d'opération, bah, c'est grâce effectivement à l'investissement là, de bénévoles. Je peux vous dire qu'ils sont très investis. Donc la suite, vous l'avez un peu sous les yeux, donc c'est la suite des événements. Donc le 28 mars, là, nous avons ce qu'on appelle des samedis découvertes, donc qui sont des événements réservés aux adhérents et aux adhérentes. Donc des conférences là en comité un petit peu plus restreint, donc à la Cité. Donc la prochaine là sera sur le thème là de technologie spatiale et souveraineté. Donc oui, des problèmes un peu juridiques là finalement. La juridiction spatiale, donc avec Lucien Rapp, là, qui est un professeur émérite à l'université Toulouse-Capitole et qui est titulaire là, de la chaire Sirius là, sur le droit de l'espace. Donc ensuite, il y a un Coupe de France robotique junior, donc ça c'est organisé par Planète Science, la Occitanie, et donc on les aide dans cet événement-là, donc ça c'est des événements publics, il n'y a pas de souci. 31 mars, donc ça ce sont nos collègues et nos amis de l'Académie de l'air et de l'espace là, qui organisent leur conférence, donc c'est à la médiathèque José Cabénis à Toulouse, donc sur un sujet stratégique, là, est-ce qu'on va vers une guerre dans l'espace? Donc une conférence avec le général Jean-Daniel Testé, là, qui est un ancien commandant interarmé, là, donc appartenant à au commandement de l'air et de l'espace. 13 avril, donc on a notre assemblée générale, donc qui se tiendra ici à la Cité. Donc évidemment, c'est réservé aux adhérents. Et le 15 avril, nous avons la soirée de remise des prix là, d'un concours là, qui a été initié l'an dernier là, sur un concours d'illustration, là, donc, qui s'adressait effectivement à tout public, aux jeunes et aux moins jeunes. Donc nous aurons une remise de prix et cette soirée est ouverte à tous, n'est pas réservée aux adhérents. Donc je vous convie à y venir. Donc voilà le visuel.
Et puis surtout, moi je vous incite quand même à adhérer. Là, on est un peu en début d'année, donc c'est le bon moment là d'essayer de faire un peu monter nos inscriptions, là, notre téléthon des inscriptions, là, parce que c'est grâce aussi un peu à votre cotisation là qu'on arrive à faire vivre notre association. Donc pour ça, c'est très simple. Il suffit d'aller sur le blog des Amis de la Cité de l'Espace, et de vous inscrire en ligne. Là, c'est vraiment immédiat, et vous avez là une génération automatique là, de cartes membres de l'association. Donc je vous invite à faire cette adhésion. Et là, donc la dernière planche, ça vous donne un petit peu le panorama là, de ce qu'on propose. Donc les conférences comme ce soir. Tous les ans, on décerne des prix là, des personnalités là, du spatial, enfin des gens qui ont beaucoup œuvré là, pour la culture scientifique et spatiale. Donc des samedis découvertes, on en a parlé, des concours, des opérations un peu exceptionnelles, ce qu'on appelle, comme cette année, là, on reproduit là, une sortie au Pic du Midi l'an dernier qui avait eu un grand succès, là, donc visite avec des conférences. Et puis pas mal d'actions là effectivement en support pour essayer effectivement d'impliquer, d'intéresser un peu les jeunes à nos activités. Là. Voilà, je vous remercie, je vous souhaite une bonne soirée et puis à la prochaine.